Merci à toutes et à tous toujours pour votre présence. C'est un grand plaisir pour nous toutes et nous tous. On est un peu triste parce que c'est le dernier talk de cette saison de l'ACF Academy. Et c'était 3 semaines vraiment très enrichissantes et très denses. Voilà, merci vraiment à tout le monde pour votre participation. C'était très, très beau. On est ravis. Et un grand merci à Laetitia Catoire, qui est parmi nous aujourd'hui, qui nous fait un grand honneur d'être là. Alors Laetitia va nous parler, entre autres, dans une première partie du marché de l'art, de ses mécanismes, des différents acteurs et actrices du marché aujourd'hui. Et dans une deuxième partie, comme d'habitude, vous vous retrouverez juste avec le groupe de participants à la CF Academy pour aller plus en détail sur les questions des bonnes pratiques entre artistes et galeries et de la manière dont fonctionne une galerie. Alors, quelques mots d'introduction sur Laetitia, et merci encore vraiment d'être là. On sait que tu as un emploi du temps très chargé. Alors, Laetitia, c'est un parcours assez extraordinaire, 25 ans d'expérience dans le marché de l'art, une grande partie dans les maisons de vente, notamment chez Christie's, où tu as été directrice du département d'art contemporain au tout début de l'histoire de ce département, et ensuite à la direction de galeries, et notamment depuis 2020 chez, je vais très mal le prononcer, Hauser & Wirth. On prononce comme on veut. Ah, ok. Tout le monde a sa prononciation. Déjà, entre les Suisses et les Français, ils le prononcent de manière différente. Voilà, donc un parcours, une carrière qui est précieuse pour nous ici. C'est très précieux de t'entendre parce que tu es au cœur de tout cela, et aussi avec une vision internationale, puisque tu as été à New York, à Londres, et tu es aussi très familière et très proche du marché de l'art contemporain du continent africain, puisque tu es l'une des conceptrice de la foire 154 qui a lieu donc là, qui va fêter son 10e anniversaire et qui a lieu à Marrakech, à Londres, à Paris et à New York. Voilà, donc je te laisse la parole, et on aura ensuite un moment comme d'habitude de discussion, débat, questions, etc. Okay, merci. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier mes hôtes, Camille et Jamel, ainsi que Abdoulaye, avec qui j'ai eu le privilège de travailler dans le passé. Alors, comme Camille le disait, moi j'ai fait une première moitié de mon expérience professionnelle en maison de vente aux enchères et la deuxième moitié en galerie. Donc je vais pouvoir vous parler vraiment de ces deux volets du marché de l'art. Et puis j'ai aidé Touria El Glaoui il y a 10 ans à la conception et au lancement de 154, la foire d'art contemporain africain. Donc c'est un autre volet, en fait, les foires qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Alors quand j'ai préparé en fait un petit peu cette présentation, je sais qu'un des intitulés qui m'avait été suggéré par Abdoulaye et Camille, c'était en fait de voir comment le rôle des galeries et des institutions en fait dans la valorisation d'une œuvre d'art. Et puis j'ai très vite réalisé qu'en fait ça va au-delà de ces deux entités. Donc une grande partie de ma présentation en fait va être de vous montrer de vous présenter les différents acteurs, actrices de cet écosystème plus large qu'est le marché de l'art. Donc j'ai une petite présentation avec certaines images, on va dérouler ça ensemble, mais s'il vous plaît, si vous avez des questions, même pendant la présentation, je suis très contente de répondre, et puis moi ça va m'aider parce que sinon je vais avoir l'impression au bout d'un moment de juste parler en me demandant s'il y a une réponse, on va dire, de votre part. Donc voilà, ça c'était les présentations et le but de cet atelier. Alors, une définition, on va dire, on va commencer un peu plus large, très succincte en fait du marché de l'art contemporain, mais on va vraiment dire que c'est l'ensemble des transactions autour d'œuvres d'art, d'artistes vivants,
Et en général, dans le marché de l'art, en fait, d'art contemporain actuellement, on entend ça comme les œuvres d'art qui ont été produites entre les années 70 et aujourd'hui. C'est un marché qui s'est énormément développé. Hein. Moi, quand j'ai commencé chez Christie's en 98, on était 4 dans le département du marché de l'art, dans le département d'art contemporain. Et quand j'ai quitté en 2007, c'était un département en pleine ébullition, un des départements les plus importants en fait au sein de la compagnie. Donc c'est vraiment un marché qui s'est développé de manière absolument exponentielle dans les 20 dernières années. Et c'est un marché aussi qui s'est développé, on va dire, de manière globale. Donc on a vu au fur et à mesure des nouveaux participants arriver, que ce soit les artistes ou les galeries qui se sont développées dans d'autres continents. Moi, j'étais basée au départ à Londres, mais on a vu par exemple une première apparition avec le marché des artistes chinois qui a commencé au début des années 2000. Et puis ensuite, on a eu ce qu'on appelait les BRICS, qui étaient Brazil, Russia, India, China et South Africa. Et puis, dans les 10 dernières années, on a vraiment vu le marché de l'art africain se développer aussi, encore une fois, de manière absolument exponentielle et extraordinaire. Alors, malgré la globalisation du marché de l'art, là, je vous ai mis une petite page. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais en fait, il y avait le camembert là au centre de l'image, qui est en fait, ça provient d'un rapport en fait, qui est le rapport de Art Basel. En fait, c'est un rapport qui est fait chaque année pour les professionnels du marché. Et malgré toutes les globalisations et le développement des marchés, on va dire, artistiques à l'international, si on regarde les chiffres, le volume des transactions et le volume, on va dire, au niveau des chiffres, en fait, ça se passe encore aux États-Unis. Donc là, sur ce graphe, on peut voir que 41% des transactions ont encore lieu, que ce soit en chiffres et en volume, aux États-Unis. C'est suivi de près par la Chine. Mais même une galerie comme la galerie pour laquelle je travaille, c'est encore plus, on va dire, inégal que ça, dans le sens que, alors qu'on a 18 emplacements dans le monde, 75% de notre chiffre d'affaires est encore produit aux États-Unis par nos galeries entre Los Angeles et New York. Donc c'est une réalité du marché qu'il faut prendre en considération et qui est encore actuelle. Ça changera peut-être un jour, mais aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou... Alors, les différents acteurs, actrices donc, du marché de l'art, hein, de cet écosystème. Là, j'ai fait une liste un peu générale, mais on va les passer en revue ensemble. Les premiers, c'est vous, hein, c'est les artistes. Alors, je n'ai pas choisi un artiste ou une artiste contemporaine pour illustrer mon propos. Je suis repartie un peu dans l'histoire, mais c'était pour ne pas favoriser qui que ce soit. Mais j'ai pris l'exemple d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qui est une des premières artistes femmes au XVIIIe siècle à avoir eu une carrière extraordinaire et une carrière en fait internationale, puisqu'elle a travaillé à travers toute l'Europe, entre la Russie, la France, l'Italie et l'Angleterre. Donc un parcours assez extraordinaire et incroyable à une époque où ce n'était pas aussi évident, on va dire, qu'aujourd'hui. La première entité, on va dire, du marché de l'art qui travaille avec les artistes, c'est bien sûr les galeries. Le rôle d'une galerie, c'est pas seulement de vendre une œuvre d'art et d'être l'intermédiaire, on va dire, entre l'acquéreur ou l'acquératrice d'une œuvre d'art et l'artiste.
le rôle d'un galeriste, c'est de promouvoir un artiste. Et ceci se fait en fait pas seulement en organisant des expositions, mais aussi en abordant une série d'activités, donc par exemple les éditions de catalogues. Alors là, sur l'écran, vous avez un exemple en fait, d'une exposition qu'on a organisée à Monaco il y a quelque temps pour une artiste d'origine hongroise mais qui habite à New York, qui s'appelle Rita Hagerman. Et donc il y a l'exposition, le catalogue qu'on a édité en même temps. J'ai mis aussi là un exemple d'un de nos communiqués presse. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on va aussi démarcher auprès des musées pour faire en sorte que les artistes dont on s'occupe vont avoir des expositions dans des institutions et des musées. On va faire beaucoup de promotions autour d'un artiste, que ce soit à travers la presse, mais aussi à travers l'édition, comme je le disais justement, mais aussi à travers peut-être des films. On va aussi s'occuper de placer les œuvres de manière ciblée, c'est-à-dire chez des collectionneurs en fait qui vont éviter que ces œuvres en fait vont repartir dans un marché, on va dire peut-être plus spéculatif. Donc tout ça en fait c'est une des parties des activités des artistes. Ça peut aller même au-delà de ça avec dans certains cas, s'occuper comment on appelle ça, d'archiver en fait le travail d'archivage et de catalogue raisonné autour de l'œuvre d'un artiste. Le travail, par exemple, on a une artiste suisse qui s'appelle Pipilotti Rist, où en fait on va jusqu'au point de gérer son studio. Donc voilà, ça c'est plusieurs facettes de l'activité d'un galeriste. Alors nous, on est une grande galerie, donc on peut se permettre d'en rajouter beaucoup, mais même dans des galeries plus petites et moyennes, cette activité de promotion qui va au-delà de la simple transaction financière, ça fait partie du métier de galeriste. Oui, je vais juste te demander une précision parce que tu dis que vous ciblez les placements des œuvres. Pourquoi est-ce qu'un artiste et la galerie aussi n'a pas intérêt à ce que l'artiste entre dans certains marchés spéculatifs et tu me disais notamment que ça peut être extrêmement délétère pour la carrière d'un jeune artiste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu oui, alors justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, le travail d'un galeriste, c'est vraiment de choisir les collections où les œuvres partent, parce qu'effectivement, un des corollaires, en fait, de cette expansion du marché de l'art contemporain et de certains prix absolument incroyables et stratosphériques qu'on peut voir, ça veut dire qu'il y a des phénomènes de spéculation qui peuvent apparaître, et donc, c'est bien sûr délétère, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut... on va dire, soutenir à long terme. Dès qu'on rentre dans une bulle de spéculation, à un moment ou à un autre, ça va retomber. Donc le travail d'un bon galeriste, c'est vraiment de placer ses œuvres dans des collections. Et on va aborder en fait la thématique de la spéculation dans le marché de l'art un peu plus tard quand on va parler des ventes aux enchères. Un peu rapide sur le second marché, est-ce que vous ciblez aussi les collections en fonction un peu de la thématique développée vers l'artiste, en fonction du type de collection un petit peu? Est-ce qu'il y a un travail d'adéquation par rapport à telle œuvre, par exemple, telle œuvre serait bien sur une telle collection, ça va lui offrir une visibilité, elle est cohérente par rapport à ça. Est-ce qu'il y a aussi une sorte disons, de choix, disons, choix artistique Alors, c'est toujours au cas par cas, hein, ça dépend aussi des artistes. Très souvent, les artistes ont d'ailleurs leur mot à dire hein, dans le placement des œuvres dans des collections. C'est clair qu'on va choisir très souvent des collectionneurs qui, d'une manière ou d'une autre, s'impliquent au-delà de leur travail de collectionneur
de leur passion, on va dire, de collectionneurs et de collectionneuses. Alors, par exemple, un argument qui est très souvent pris en compte, c'est est-ce qu'ils font partie de board, enfin de comités sur des musées, est-ce qu'ils ont des fondations, est-ce qu'ils ont des résidences, et ça, c'est des choses qu'on va aborder un peu plus en détail là tout à l'heure quand on va voir un peu certains des autres acteurs dans cet écosystème, parce qu'effectivement, c'est très important. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, plus ou moins. Alors, là, on va repartir un peu dans l'histoire, hein, avec certaines galeries qui ont marqué l'histoire du monde des galeries. J'ai choisi Durand-Ruel, hein, qui a eu un rôle très important pour la visibilité et le marché des artistes impressionnistes. Et puis à côté, on a un peu plus tard quelqu'un comme Leo Castelli, qui a développé en fait deux notions qui sont encore très utilisées en fait dans le monde du marché de l'art et des galeries aujourd'hui. Leo Castelli, en fait, il avait commencé sa galerie à New York. Il a bien sûr eu un travail pionnier pour la découverte de tous les artistes du mouvement pop, mais il est le premier en fait à avoir justement élaboré cette idée qu'il fallait placer les œuvres chez des collectionneurs, donc les listes d'attente. Et puis, il a également mis en place quelque chose qui est très utilisé maintenant, qui est l'idée qu'une galerie en fait a des représentants un peu partout dans le monde. Donc lui, il avait des représentants dans le reste des États-Unis qui continuaient à placer localement ces artistes et à développer leur visibilité. Et puis en Europe. Et puis quelques autres galeristes qui ont eu des parcours extraordinaires. Hein. J'ai mis Iris Clair, qui est une des femmes galeristes qui a ouvert son espace à Paris, qui a eu beaucoup d'influence dans les années 50-60 à Paris. Elle a, entre autres, mis à l'honneur et propulsé, on va dire, beaucoup d'artistes du nouveau réalisme en France. Et encore une fois, elle a développé certaines techniques, on va dire, qui sont encore d'usage aujourd'hui. C'est une des premières qui a commencé à dessiner les cartons d'invitation pour les vernissages de manière très ciblée, qui a organisé des vernissages et des événements qui ont fait un peu la une à l'époque. Et puis j'ai choisi deux autres grandes galeristes. Pour montrer un peu ce qui se passait sur les autres continents. Luisa Strina, qui a eu une importance énorme au Brésil, c'est une des plus anciennes, enfin c'est la galerie considérée la galerie la plus ancienne à Sao Paulo. Elle a fondé ça en 1974. Et puis à Abidjan, j'ai Lou Simone Guirandou, qui avait commencé sa galerie en 1983, qui a eu une énorme influence sur le développement de la scène artistique là-bas, et la galerie a été reprise aujourd'hui par sa fille. Est-ce qu'on a des questions pour l'instant? Non. Alors là, j'ai mis quelques galeries aujourd'hui. Alors Gagosian, c'est... Est-ce que vous connaissez Gagosian? Oui. Non. Bon. De nom. On va dire... Je l'ai mise parce qu'en fait, pendant longtemps, cette galerie a dominé, on va dire, le marché de l'art, hein, comme on l'entend dans la définition qu'on a donnée au début de la présentation. Et aujourd'hui, en fait, et c'est pas pour mettre on va dire, de la self-promotion, mais aujourd'hui, c'est Hauser & Wirth. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait dans ce changement, on va dire, de positionnement, c'est qu'en fait, une galerie comme Hauser & Wirth, en fait,
n'a pas seulement en fait développé le marché des artistes avec lesquels elle travaille, mais a eu dès les débuts une activité d'édition très importante, une activité dans tout ce qui est éducatif très important. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, même dans le marché de l'art, c'est des caractéristiques qui sont prises en compte dans le placement, on va dire, d'une galerie dans son importance en fait dans la scène artistique. Hauser & Wirth aujourd'hui, c'est 18 galeries donc, dans le monde, c'est plus de 100 artistes et de représentations de succession. Mais il ne faut jamais oublier que quand ils ont commencé en 92, c'était une toute petite galerie. Donc, si vous commencez avec une petite galerie, un jour peut-être cette galerie sera très grande. Et je dis ça parce que très souvent les artistes voudraient directement entrer dans une grande, on va dire, organisation. Mais quelquefois, vous faites partie de l'histoire de l'organisation. Pour la petite histoire, Hauser & Wirth, j'ai revu récemment un carton d'invitation en fait, de leur premier show. Et en fait, il y avait cette maison à Zurich qui avait l'air absolument extraordinaire. Et Yvan Wirth, qui est le fondateur de la galerie, a dit en rigolant, oui... comme on dit, fake it until you make it, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas du tout toute la maison, ils n'avaient qu'un tout petit appartement, enfin une pièce dans la maison, mais ça avait l'air plus prestigieux sur le carton. Alors, pour vous citer aussi quelques galeries, on va dire, sur le continent africain, et pour illustrer l'importance d'une galerie au-delà du rôle de la vente, j'ai pris comme exemple Galerie 1957, qui est une galerie basée à Accra et à Londres aujourd'hui, mais dont le fondateur Marwan en fait organise chaque année au mois d'août en fait pendant un festival artistique qui a lieu dans les rues de Accra. Tout un rendez-vous de programme où il invite les commissaires, les galeristes à l'international, les directeurs de musées à venir à Accra, au Ghana. Et c'est un événement en fait, qui a permis à beaucoup d'artistes d'être vus en fait, par des commissaires et une scène artistique, on va dire, plus internationale. Et puis j'ai mis aussi Selma Feriani, qui est ici à Tunis. Qui fait aussi un travail extraordinaire dans la promotion de ces artistes. Alors qu'elle introduit encore une fois sur la scène plus internationale à travers les foires auxquelles elle participe, à travers la galerie qu'elle a à Londres. Et puis on en parlait tout à l'heure, à travers les activités, tu disais ici. On a affaire, est-ce qu'il y a là peut-être qui peut nous en parler? Je ne veux pas parler à la place de Selma, mais... Et il y a Selma aussi qui travaille avec Selma qui est là. Je ne sais pas, Selma, tu veux dire quelques mots sur l'atelier? Enfin, c'est quand même toi qui t'en occupe. Pourquoi moi? Moi, je fais des mots. Je sais pas qui. Ne bagarrez pas. Non, je ne vais pas se bagarrer. Je peux rester ici. Donc, merci d'avoir mentionné Selma. Je vais commencer tout d'abord par parler un peu de ce qui se passe en ce moment et comment ça s'organise comment on s'organise un peu dans la galerie. Mais je vais parler du volet où je travaille. En ce moment, on a un atelier qui est alloué aux artistes de la galerie où ils peuvent produire et faire leur résidence pour préparer leur expo. Et récemment, j'ai eu aussi l'occasion de faire une expo où j'ai pu avoir des artistes de la galerie et notamment des artistes de la jeune scène artistique tunisienne. Et c'est un espace aussi qui est assez ouvert où on peut accueillir des résidences et en même temps de permettre d'avoir le ton et l'espace et aussi la production pour que les œuvres soient faites. Il y a un accompagnement que je fais. Et avec les artistes, donc je les suis enfin en train de travailler et donc je regarde les œuvres en train de se construire et c'est extraordinaire, je trouve, d'être déjà dans un espace assez intime et d'être
dans un espace aussi qui appartient à l'artiste à un moment, parce que l'atelier, c'est où tout se passe, où le process déclenche, c'est un moment de fragilité. Il y a des moments aussi où on est en train d'être on peut être dans un espace où on veut être seul, et donc c'est aussi d'être dedans, c'est un privilège, je trouve aussi. Et puis, donc, I enjoy that very much. Et pour Selma, ce qui est aussi intéressant, c'est que les fairs qui se font, ça part en fait un peu partout dans le monde, et donc je pense pour la promotion des artistes, ça reste très bien. Et ça permet aussi une diffusion de la scène qu'on a ici à Tunis, mais en même temps, elle n'a pas qu'une sélection d'artistes tunisiens, mais aussi d'artistes internationaux. Donc, ouais. Et Fels, on est un qui est là, s'il veut dire quelques mots. Non, moi je crois que... en fait, ce que je voulais dire, c'était que ce que vous venez de nous dire par rapport à la galerie 1957, c'est qu'aussi la galerie ramène des artistes étrangers pour passer des résidences à Tunis, genre 2-3 mois, où ils logent, ils ont un atelier dans la banlieue, et après la galerie, ils ont un petit espace où ils peuvent loger, et c'est sympa parce que c'est souvent des gens qui viennent de l'étranger, qui ont déjà des galeries à l'étranger, et qui viennent ici pour passer quelques mois. Il y a eu Yann Lacroix, c'est un peintre français. Il y a eu aussi un peintre du Mozambique. Là, il y a une Franck Suissesse qui était là. Puis voilà ce que... Alors, ça illustre vraiment de manière très concrète le travail d'une galerie et de son équipe qui va donc bien au-delà. C'est un travail d'accompagnement et de dialogue qui va bien au-delà on va dire, de la transaction financière autour d'une œuvre d'art. Alors ça, en fait, c'était le studio de Pipilote Iris dont je parlais tout à l'heure. C'est pas au bon endroit dans la présentation, mais donc qui est un studio où vraiment là, dans notre cas, on gère le studio en plus de travailler avec elle sur ces expositions. Alors le deuxième volet en fait du marché de l'art, le deuxième acteur important, c'est les maisons de vente aux enchères. On est ici dans ce qu'on appelle le second marché, c'est-à-dire que il y a entre l'artiste et on va dire l'acheteur final dans une maison de vente aux enchères un propriétaire. Alors c'est quelque chose qui est, on va dire, intéressant parce que c'est pas le cas partout. C'est-à-dire qu'on l'appelle marché secondaire partout, mais par exemple, en France, un artiste n'a pas le droit de mettre directement ses œuvres en vente aux enchères. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, même au Royaume-Uni. Alors, le cas le plus fameux, c'est quand même le cas de Damien Hirst, qui a mis tout son studio en vente en 2008 chez Sotheby's à Londres. Pardon, Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi peut-être en France les artistes ne peuvent pas directement mettre leurs œuvres en vente? Qu'est-ce que ça nous dit du rôle de la galerie telle qu'elle est perçue en France notamment? Alors je pense qu'en France déjà le système des maisons de vente aux enchères, les ventes aux enchères, alors ça a été changé ensuite en 2001, mais c'est quelque chose qui se base sur des lois qui remontent au 15e, 16e siècle, donc des lois très anciennes, et quelque part c'est dû aussi à des lois qui protègent en fait les différents métiers. Mais c'est quelque chose qui a été questionné, en fait, on va dire, puisque, par exemple, pendant longtemps, les maisons de vente aux enchères étrangères n'avaient pas le droit de venir faire des enchères en France. Et en 2001, Christie's et Sotheby's, en fait, s'étaient retournés contre l'État français pour avoir le droit de faire des ventes. Et donc, ça remonte, je pense, à des lois et des choses qui sont plus anciennes.
En fait, ça repose sur un système corporatiste, c'est des charges ministérielles où tout était fixé à l'avance. Et justement, les premières maisons, les maisons de vente ont dû racheter des charges en France pour pouvoir opérer. Ça a été un petit peu le cas pour l'ensemble des corporations. C'est des survivances disons, de corporatisme. Donc là, justement, c'est pour protéger les marchands, pour qu'il n'y ait pas de concurrence des choses. Mais c'est un système qui est en train disons, de s'écrouler. Exactement. Qui est en train de changer, de s'écrouler. Et une des premières étapes, en l'occurrence, donc, c'était effectivement l'arrivée de Christie's et Sotheby's en 2001. Pour repartir un peu dans l'histoire des maisons de vente aux enchères, alors les deux grandes maisons de vente aux enchères actuellement, c'est bien sûr Christie's et Sotheby's. Elles ont toutes les deux été fondées à la fin du XVIIIe siècle, mais il y a des maisons de vente aux enchères qui se sont offertes localement un peu partout dans le monde. Mais si on regarde à une maison de vente aux enchères qui a commencé très tôt à introduire le concept de vente d'art contemporain africain, j'ai rajouté ici l'exemple de Bonhams, qui dès 2007 en fait fait une vente d'art contemporain d'Afrique du Sud. Et 2 ans plus tard, ils ouvrent ça en fait à tous les artistes de tout le continent africain. Et ils étaient tellement, on va dire, pionniers dans ce domaine que quand Sotheby's a ouvert son département d'art contemporain africain quelques années plus tard, ils sont allés débaucher la directrice associée du département en question chez Bonhams. Tu me disais tout à l'heure que la Tunisie et l'Afrique du Nord en général, et ça rejoint les discussions qu'on a pu avoir avec Alicia Knock du Centre Pompidou notamment, sont rattachés tantôt au département, enfin aux ventes du continent africain, tantôt au Moyen-Orient, à la région MENA, selon des circonstances, stratégies, que finalement les artistes, le but final c'est d'être dans la partie internationale. Oui, c'est-à-dire que en fait, et alors c'est marrant parce que je suis tombée en fait sur ça en faisant justement les recherches pour cette présentation. Et du coup, quand on en parlait, on a réalisé qu'effectivement, dans le monde des musées aussi, il y a cette grande question où est-ce qu'on rattache l'Afrique du Nord. Et les maisons de vente aux enchères, en fait, le rattachent soit dans les ventes du MENA, donc Middle Eastern and North Africa, soit dans les ventes d'art contemporain africain. Je disais en rigolant que nous, on est des commerciaux, hein, on n'a pas des stratégies aussi, on va dire, politiques. Hein, du moment que le succès est au bout avec le résultat, c'est ça qui va déterminer. Et aussi, de manière générale, pour un artiste, le prestige ultime dans ses ventes aux enchères, bien sûr, c'est d'être dans la vente d'art contemporain international. Donc il n'y a plus de distinction en fait de pays ou de continents. Et même dans les ventes d'art contemporain international, il y a des différents critères. Hein. Il y a la vente du soir qui est la plus prestigieuse et ensuite la vente du jour et de l'après-midi. Il y a 2 grandes saisons en fait de vente aux enchères à New York et à Londres. Et alors aujourd'hui, maintenant, avec les ventes à Dubaï et Hong Kong, c'est une succession, on va dire un calendrier assez chargé. Mais là, je vous ai mis deux exemples, en fait, d'artistes africains en vente aux enchères. Le premier, c'est l'artiste Ella Natsui, dont vous connaissez tous le travail, qui est le premier artiste à avoir dépassé le million de dollars en 2013. Et là, effectivement, c'était dans une vente Post-Wine Contemporary Afternoon. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, une œuvre de Ella Natsui, on la met en maison de vente aux enchères tout de suite en vente du soir. C'est la pièce rêvée de tout expert en maison de vente aux enchères. J'ai pris aussi l'exemple de Crosby, qui est une artiste d'origine nigériane, mais qui est partie à l'adolescence aux États-Unis et qui vit encore aujourd'hui à Los Angeles. Et en fait, dans son cas,
c'est son résultat de vente. Alors ça, c'est un résultat plus récent, mais elle avait fait un résultat quelques années avant, en 2016, j'ai envie de dire, où elle a dépassé aussi la barre du million de dollars. Et en fait, c'est vraiment la vente aux enchères, dans son cas, qui l'a propulsée, on va dire. Elle était représentée avant dans des groupes shows d'une petite galerie à Londres qui s'appelait Tiwani Gallery. Et du jour au lendemain, en fait, elle a été reprise par Victoria Miro, qui est une des galeries qui a mis à l'honneur des artistes comme Peter Doig. Et donc, c'est une des artistes aujourd'hui très, très en vue. Alors, attendez, ça... Ouf. Comment est-ce que je peux mettre ça en arrière? Ah non. Vous l'entendez ou pas? Ça, c'est juste pour vous donner un petit peu l'ambiance d'une vente aux enchères. Hein. At 7.2, Jackie's bid, last chance for 7,200,000. Sold 7,200,000. Congratulations, Jackie. Alors ça, je vous l'ai mis en fait, pour vous donner un peu l'ambiance de ce qui se passe dans une salle de vente. Mais aussi parce que c'est très intéressant à plusieurs niveaux. Ça illustre vraiment la globalisation du marché de l'art aujourd'hui, puisque on est en présence d'un artiste ghanéen qui est mis en vente à Hong Kong. Tous les enchérisseurs étaient des enchérisseurs qui sont présents dans la salle de Christie's à Hong Kong. Et l'autre chose qui avait d'assez, on va dire, anecdotique, mais amusant tout de même, c'est qu'en fait, la pandémie, en fait, a accéléré ce phénomène très théâtral des ventes aux enchères, puisque avant, ça se passait dans une salle avec le public qui rentrait. Et maintenant, en fait, la pandémie, tout est filmé. Et très souvent, ils mettent les 3 salles, New York, Londres, Hong Kong et même quelquefois Paris, donc leurs 4 salles principales, tous ensemble sont filmés. Les ventes passent d'une salle à l'autre. Et en parlant avec certains de mes anciens collègues, je réalise que c'est vraiment du grand théâtre, puisque j'avais une de mes collègues qui se plaignait que maintenant, avant de rentrer en salle de vente, on ne pouvait plus se concentrer sur les dernières enchères avec un acquéreur potentiel, mais il passait à la salle de maquillage, comme avant d'aller à la télé. Donc quelque chose de très étudié. Quelques mots encore sur cette scène. On va étudier le cas de Amoako plus en détail après, mais c'est encore une fois un artiste qui, en l'espace de 1 ou 2 ans, a vu ses prix, alors je ne vais même pas dire décuplés, parce que c'est du x100, x200. Enfin, je sais qu'en tant que marchande, je ne devrais pas dire ça, mais je ne suis pas très forte en maths. Mais ça a augmenté de manière absolument extraordinaire. Et on peut se poser la question, on en parlait tout à l'heure, de qu'est-ce qui est un phénomène de spéculation dans un marché tel que les ventes aux enchères, puisque d'un côté, c'est démocratique, donc tout le monde peut acheter, tout le monde peut participer, mais du coup, effectivement, il n'y a absolument pas de contrôle sur qui est la personne qui va acheter l'œuvre. Et si d'un côté, on peut dire oui, les résultats sont transparents, puisqu'encore une fois, c'est accessible à tout le monde, on peut se demander si dans la salle, il n'y a pas des gens qui enchérissent. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de Amoako, mais c'est quelque chose où on en parlait tout à l'heure, et c'est des questions qu'on peut toujours se poser si on se fait un peu l'avocat du diable, on va dire, et on prend le marché de l'art avec un œil un peu plus critique. Et puis la dernière chose à aborder, bien sûr, pour les artistes que vous êtes, quelle est la part qui vous revient quand une œuvre tout d'un coup se vend en
maison de vente aux enchères et qu'elles rentrent dans le marché secondaire. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le droit de suite. Il y a des organismes qui en fait travaillent avec les artistes pour pouvoir reverser, mais alors ça reste toujours des proportions absolument minimes et ça dépend en fait des pays et des législations en cours. Pardon, je crois qu'on a tous plein de questions sur l'emballement du marché qui peut avoir lieu parfois autour de certains artistes ou certaines œuvres et la question des bulles spéculatives aussi qu'on a déjà un peu abordées, mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples ou nous expliquer comment est-ce que tout à coup le marché peut s'emballer autour d'un artiste ou de certaines œuvres et aussi nous parler, on a tous un peu ce mythe ou cette idée que, peut-être pas tous, hein, mais enfin, on entend pas mal, l'idée que pour des investisseurs, c'est plus intéressant aujourd'hui et c'est un meilleur placement d'investir dans le marché de l'art contemporain qu'en bourse, par exemple. Est-ce que tout ça, ce sont des mythes? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors, on disait qu'en fait, oui, ça reste un mythe. Hein, alors, je ne suis pas expert en finance, mais l'investissement dans la finance a des retours, on va dire, plus certains. Même s'il y a des résultats extraordinaires quelquefois sur des gens qui peuvent placer ou miser sur des artistes, les vrais collectionneurs, en fait, ce qu'ils peuvent avoir tout d'un coup comme plus-value sur une œuvre d'art, peut-être sur une autre, d'autres artistes qu'ils auront collectionné, ce type de phénomène ne va pas avoir lieu. Donc ça reste un mythe, cette idée que on peut gagner énormément d'argent en spéculant, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sur des montées de valeur d'artistes. La deuxième chose à garder aussi en tête, c'est les phénomènes de mode. Et quand on travaille depuis 25 ans dans un marché, moi j'ai vu vraiment des artistes où tout le monde se disputait pour les avoir, où il y avait vraiment des listes d'attente, des prix en vente aux enchères incroyables. Et ensuite, ça peut aussi complètement retomber. Donc il faut être honnête, hein, ça existe, ça, hein. Et de manière générale, ça peut être très difficile pour un artiste d'avoir tout d'un coup un succès énorme, parce que je pense que ça dépend aussi bien sûr des artistes, mais ça peut aussi bloquer un artiste dans sa production artistique, hein, parce qu'à un moment, on veut essayer de plaire, de rester dans ce phénomène où on a l'impression que c'est ce que les gens veulent, ce que les gens aiment. Donc c'est quelque chose à tenir en compte. Après, il y a des exemples, et on va en parler, on va faire plusieurs études de cas à la fin, mais il y a aussi des exemples où il y a des artistes qui ont eu du succès très rapidement, avec des prix très élevés très rapidement, et ce sont des prix après qui se sont maintenus. Mais en général, la chose que tout ça peut mettre en valeur et en avant, c'est vraiment effectivement le rôle de galeriste qui va au-delà de cette... donc comme je disais, simple personne qui transacte financièrement, le galeriste a aussi un rôle dans la stabilité et la construction d'un marché pour un artiste. Alors, une des autres grandes entités, on va dire, dans l'écosystème du marché de l'art, c'est bien sûr les foires d'art, hein, qui, comme le reste du marché, se sont multipliées ces dernières années. Alors, une des plus anciennes foires, c'est celle de Art Basel. Elle a été créée en 1974 en Suisse. Et aujourd'hui, la visibilité, la carrière d'un artiste peut être vraiment énormément influencée par le fait d'être inclus ou pas dans une de ces grandes foires. C'est des foires, en fait, aussi qui, comme certaines galeries, ont quelque part franchisé leur nom, hein, leur brand. Donc Art Basel a commencé en Suisse, mais ils ont lancé il y a quelques années une foire à Miami, ensuite à Hong Kong. Et bien sûr, maintenant, leur prochaine étape, c'est Paris. Hein, tout le monde en parle.
J'ai pris l'exemple de Frieze parce que Frieze, c'est très intéressant. C'est une foire qui a été créée en 2001, donc beaucoup plus tard, mais une foire qui a été créée par 2 journalistes et critiques d'art. Les gens oublient toujours qu'ils avaient créé un magazine qui s'appelait Frieze avant de faire une foire. Et dans le cas de Frieze, encore une fois, donc ils ont commencé à Londres, puis ensuite New York, Los Angeles. Et là, maintenant, leur dernière, on va dire, nouvelle antenne va avoir lieu à Séoul et va ouvrir d'ici quelques semaines. Et en dernier lieu, j'ai mis bien sûr 1,54, puisque j'ai une admiration toute particulière pour 1,54 et son équipe et tout ce que cette foire a pu faire dans ces 10 dernières années. Et comment elle a pu en fait contribuer encore une fois à la visibilité de certains artistes, mais aussi à amener d'autres acteurs dans l'écosystème de la scène artistique. Donc je disais tout à l'heure à Camille, le directeur du département d'art africain à la Tate, Osei Bonzou, il a commencé en fait à la foire il y a 10 ans quand on a commencé à la mettre en place. Je me demandais juste comment ça se fait qu'il y a plusieurs foires dans une même ville et est-ce que c'est pas répétitif? Parce que là, je vois Frieze, Londres, 1,54 Londres, 1,54 Paris, Art Basel Paris, la FIAC à Paris. Est-ce que les galeries ne proposent finalement pas la même chose? Comment est-ce qu'on distingue en fait on fait des choix ou... Alors effectivement, alors moi je vais dire ça avec beaucoup d'attention parce que étant galeriste moi-même, je dois faire attention à mes confrères et mes consoeurs, mais c'est vrai que moi j'ai toujours tendance quand je me promène dans les foires de me dire on a fait le même stand ici et ici et ici et il n'y a vraiment aucune différence. Alors c'est quelque chose qui, je ne suis pas la seule à remarquer ça. Il y a maintenant un effort beaucoup plus conscient de changer un peu les stands, les présentations sur les stands. Après, pour répondre à la question des villes, moi je sais que dans le cas de 1,54, mais c'est le cas des autres villes, c'est que effectivement les collectionneurs aujourd'hui, quand on regardait donc le fameux graphe au début, sont basés en priorité à New York et à Londres. Et donc pour un artiste, pour entrer dans le marché de l'art international, il faut encore aujourd'hui, et ça changera peut-être un jour, mais passer encore par ces grandes villes que sont New York, Londres, alors Paris dans une moindre mesure, mais ça reste encore un grand centre. Et le but de la foire quand même, c'est de vendre des œuvres et d'introduire un artiste à un marché. Et donc pour l'instant, c'est encore là. L'autre critère à prendre en considération, et je sais que dans le cas de 1,54, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée, c'est on aimerait bien l'amener dans d'autres villes en Afrique, mais il y a encore des problématiques logistiques très très importantes pour importer des œuvres de manière temporaire en Afrique. Qui sont malheureusement des critères qu'on doit encore prendre en compte avant de pouvoir monter une foire sur le continent africain. Là, c'est pas un hasard si la foire a commencé à Marrakech, c'est tout simplement parce que Touria a vraiment des attaches personnelles là-bas et elle peut aider ça. Mais on a la même chose, par exemple, en Amérique du Sud. Je sais que quand on a, par le passé, par exemple, participé à des foires, par exemple, le Brésil a un système de taxes à l'importation pour les œuvres d'art qui est absolument énorme. Et la seule raison pourquoi les foires, à un moment, ont pu se développer là-bas, c'est parce que la directrice de la foire de Sao Paulo a négocié avec le gouvernement brésilien que pendant la semaine de la foire et les achats faits à la foire, les taxes étaient réduites parce que sinon elles sont de 40%. Alors là, vous avez quand même beaucoup de mal à convaincre quelqu'un à acheter une œuvre d'art quand il faut rajouter 40% sur le prix demandé. Est-ce que ça répond à votre question? Oui.
les autres villes, on peut avoir un public différent. Il s'agit aussi de toucher le plus grand nombre de visiteurs, que les gens n'ont pas tous la possibilité de voyager à Londres, à New York. Donc le fait de retrouver des foires sur des villes, ça permet aussi d'amener aussi des visiteurs, parce que il y a pas que, et les gens ne viennent pas uniquement pour acheter. Les gens viennent dans les foires pour voir la création contemporaine, pour admirer. C'est comme s'ils visitaient un musée, pour comprendre les tendances. Donc, le fait de multiplier, c'est vrai, parfois c'est un peu surfait, mais c'est déjà pour le public, c'est important de pouvoir voir des œuvres. Et les gens qui peuvent acheter, eux, ils peuvent se déplacer, mais il s'agit d'ouvrir au plus grand nombre, pardon. Oui, absolument. C'est un point de départ. Et bien sûr, en fait, dans le cas de 1,54, comme je disais, hein, le vœu est quand même là, le souhait est là de pouvoir continuer sur le reste du continent africain. Alors là, juste quelques mots très brefs sur les conseillers, conseillères et ce qu'on appelle les advisors, hein, dans notre métier. Alors, je les mentionne parce que, encore une fois, c'est des personnes importantes qui ont de l'influence sur les choix que peuvent avoir certains collectionneurs et collectionneuses sur les artistes. Je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore, on va dire, un des personnages dans cet écosystème où ça peut rester encore très obscur. C'est-à-dire que, je dis toujours, quand on a un advisor en face, le meilleur scénario, c'est quand ils sont sur un retainer, donc quand ils sont payés par la personne, le collectionneur pour lequel ils travaillent. Parce que sinon, on rentre dans des systèmes de commission où, malgré tout ce qu'on peut dire, je pense que ça influe quand même la décision de quelqu'un si la galerie donne une commission au advisor. Donc, je les mentionne parce qu'ils sont quand même importants, hein. Dans certains cas, il y a des advisors qui ont contribué à la constitution de collections extraordinaires, mais il y a ce que... Alors, les biennales, là, on va rentrer un peu dans certaines choses dont vous avez peut-être déjà parlé dans les derniers jours avec les intervenants précédents. Mais je vais reparler de toutes ces institutions et de ces... pardon, oui ? Alors, les advisors... Alors, pour moi, c'est un peu difficile parce que... on va dire que c'est un rôle où aujourd'hui, il y a beaucoup de advisors dans le marché de l'art. Il y a eu par le passé comme ça des conseillers qui s'occupaient de collections très précises, et c'est encore le cas aujourd'hui, qui sont très discrets d'ailleurs, hein. Quelquefois on ne sait même pas pour qui ils travaillent, qui font un travail excellent, mais malheureusement, en tout cas dans mon opinion, l'accélération du marché de l'art a aussi vu beaucoup de advisors arriver, qui s'improvisent advisors et qui en fait sont... dans certains cas, en fait, je ne suis pas trop certaine à quel point, en fait, ils influencent une collection. Et comme il y a ce problème des commissions, je peux être personnellement très critique de temps en temps. Mais ce n'est pas le cas de tous, hein. Il y a des gens qui font un travail formidable, mais c'est à garder quand même en tête, parce qu'il y en a beaucoup. Non, il y a des advisors, par exemple aux États-Unis, qui ont aidé à constituer des collections absolument énormes. Mais comme je dis, ou même par exemple dans le cas de certains musées dans les, comment on appelle ça, les pays émiratis, dans les Émirats. Mais comme je dis toujours, ça c'est des advisors en fait qui sont payés sur un salaire. Donc ils travaillent pour le collectionneur et c'est des conseillers en fait qui ne peuvent pas être influencés parce que une galerie peut ou pas offrir comme commission. Quand on me dit je suis advisor, que je pose, c'est est-ce que vous travaillez vraiment que pour votre collectionneur et est-ce que vous êtes sur un retainer ?
Et j'ai l'impression, enfin, de ce que j'ai pu voir cette année, notamment l'année passée dans les foires, qu'ils ont pu prendre encore plus d'importance avec la pandémie et le Covid, notamment avec tous les collectionneurs chinois qui n'ont pas pu se déplacer. Et donc les conseillers avaient un rôle vraiment central sur place pour les différents achats pour les collectionneurs chinois qui pouvaient plus se déplacer. Donc c'est vraiment là, eux, qui sélectionnaient les œuvres directement, quoi. Ce qui est peut-être important, c'est qu'eux aussi, ils sont prescripteurs. Et ça leur donne une importance. Et on les voit dans les foires, ils sont chuchotés, ils ont droit à des previewings, ils ne sont pas avec les autres lorsque c'est pour eux. Donc, ils prennent, je pense, et il y a il y a beaucoup d'ouvrages qui décrivent ça, je n'en vois pas trop, mais il y a certains ouvrages qui parlent très très bien de ça et du rôle de plus en plus important qu'ils prennent. Oui, absolument. Je crois qu'il y avait aussi une question à droite. Alors, donc, ça dépend. En fait, ça dépend. C'est pour ça que je dis il y a des advisors absolument sérieux. Et comme alors le marché de l'art, de manière générale, en fait, est un des derniers marchés en fait économiques qui n'est absolument pas régulé. Et donc, par exemple, en France, n'importe qui peut se proclamer expert en art contemporain. Et donc, bien sûr, cette profession de advisor peut, dans certains cas, être saisie par des gens qui, en fait, ont tout simplement des très bons réseaux, accès à certaines personnes, et du coup se proclame advisor. Mais encore une fois, je fais la distinction. Il y a des advisors très sérieux qui font ça de manière absolument professionnelle, avec qui on travaille régulièrement. Et du coup, d'ailleurs, je ne cite pas de nom parce qu'en général, c'est des gens extrêmement discrets, parce que si un collectionneur prend un advisor, c'est justement parce qu'il ne veut pas, il veut garder une certaine, comment on appelle ça, un certain anonymat, une certaine sphère privée. Mais on sait aussi aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui de temps en temps arrivent et qui disent je suis advisor, et en fait ils ont pas... En fait, comme ils n'ont pas le poids de la galerie et donc toute cette structure qu'une galerie doit payer et tout, c'est vrai que l'advisor peut se permettre cette légèreté d'aller dans les ateliers, aller dans des foires, que peut-être ne font plus vraiment les galeries. Et elles ont aussi un contact avec les musées, donc du coup, c'est vrai que c'est aussi intéressant pour un artiste de rencontrer des advisors, conseillers, art dealers, parce que du coup, il y a pas le poids de la structure de la galerie. Je suis pas contre les galeries, mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que pour l'artiste, il y a un regard sans avoir le poids de la structure, quoi. Donc je me disais. Non, alors c'est la raison quand même pourquoi je les ai énumérés, parce que c'est effectivement des personnes importantes et qui ont un rôle à jouer dans cet écosystème. Par contre, avec un advisor, moi je dis toujours le rôle du galeriste, justement, c'est quand même aussi d'accompagner donc les artistes et de quelque part garantir une certaine stabilité. Donc cette structure qui peut sembler un peu plus lourde apporte cette stabilité. Un advisor va placer des œuvres d'art, va probablement aussi aujourd'hui créer des contacts peut-être avec des musées, mais est-ce qu'il peut soutenir un artiste ou le marché d'un artiste comme une galerie? Mais c'est des gens absolument importants dans l'écosystème. Alors les biennales, puisque je disais là, alors on va aller un petit peu plus vite parce que je suis consciente aussi que le temps passe, mais les biennales, alors officiellement, ce n'est absolument pas des galeries, ce n'est pas le marché de l'art, ce sont des expositions. Mais de manière très cynique, il y a cette expression maintenant qui dit « See it in Venice,
Buy It in Basel, puisque la Biennale de Venise en général a lieu au mois de mai et la Bâle a lieu juste après. Et pour les gens encore plus cyniques, ils diront See it in Venice, buy it in Basel, sell it in New York, c'est-à-dire dans la saison des ventes aux enchères juste après. Bon, ça c'est vraiment pousser, encore une fois, être l'avocat du diable et regarder de manière très critique le marché de l'art. Mais la Biennale de Venise est sans conteste un des moments les plus importants en fait pour un artiste. Faire partie de la Biennale de Venise, c'est quelque chose d'important qui peut vraiment transformer une carrière. Alors on peut donner quelques exemples historiques comme Rauschenberg en 1964 qui va gagner le Lion d'Or et tout ce que ça va impliquer après pour sa carrière à lui, le marché de l'art américain dans ces années-là et le pop art en général, mais il y a aussi d'autres biennales importantes dans le monde, comme celle de Sao Paulo, qui a été créée dans les années 50. Il y a la Dakar Biennale, qui a été créée dans les années 90. Et la dernière édition a eu lieu il y a quelques mois. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de commissaires, de directeurs de musées, de galeristes qui sont allés voir cette biennale pour découvrir de nouveaux talents. On parlait aussi l'autre jour de la biennale de la photographie à Bamako qui a été créée dans les années 90 également. Une des dernières biennales qui a été créée, c'est celle de Kochi Muziris en Inde. Je crois qu'elle a été créée en 2001, donc quelque chose d'assez récent. Et puis encore une fois, toujours avec cette idée donc de MENA, mais la biennale de Sharjah qui en fait a été déjà créée dans les années 70. Donc une biennale, encore une fois, qui a œuvré dans les 40 dernières années à montrer à un public plus large des artistes. Alors les musées et institutions, encore une fois, j'avais mis ça dans la présentation, mais je suis bien consciente que vous avez déjà eu la présentation de Alicia Knock, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Peut-être juste un petit détail, c'est que c'est intéressant de voir aujourd'hui que les musées peuvent être soit publics, alors on a la Tate Modern à Londres, le Centre Pompidou à Paris, mais par exemple à Marrakech, le MACAL, c'est une initiative privée, ou le Lang Museum à Shanghai, encore une fois, c'est une initiative privée. Mais c'est des institutions aujourd'hui très importantes et leur programmation compte dans la valorisation, encore une fois, d'un artiste. Alors là, j'avais pris l'exemple en fait du MoMA à New York et ce que, par exemple, le travail de quelqu'un comme Alfred Barr, quand il a pris la direction et la création de ce musée en 1929, ce que ça a pu apporter pour la visibilité, alors entre autres des artistes surréalistes, mais aussi de plein d'autres artistes aux États-Unis. Il a orchestré la première rétrospective en 1939 de Picasso à New York, et ce que ça a pu ensuite amener pour le marché de l'art aux États-Unis. Et puis alors, ça tombait bien parce qu'en ce moment, ils ont une exposition de Brouabré, qui est un artiste ivoirien. Alors, une autre entité de l'écosystème, c'est les résidences d'artistes. Alors, vous reconnaissez, voilà. Mais non, mais ce que vous faites ici, c'est très important, mais mine de rien pour l'écosystème, parce que les gens qui sont passés cette semaine vous faire des présentations, en fait, ce sont des gens qui vont rentrer maintenant dans leur pays respectifs, dans leurs institutions respectives, que ce soit Alice, que ce soit Simon, que ce soit moi. On a rencontré des artistes, on a échangé, et d'une manière ou d'une autre, c'est de la visibilité en plus pour vous tous. Les résidences d'artistes aussi sont importantes parce que très souvent, dans l'écosystème du marché de l'art, les artistes se soutiennent entre eux.
alors on dit se promouvoir, se promeuvent entre eux. Et donc là, j'ai pris l'exemple d'une résidence d'un artiste en France, dans le sud de la France, qui s'appelle Bernard Venet, qui est un artiste, on va dire, connu, qui a monté cette fondation à son retour, parce qu'il vient il le dit d'ailleurs toujours avec beaucoup d'émotion, il vient d'un milieu assez modeste en fait dans le sud de la France, et dans les années 60 il va aller à New York, et c'est vraiment Armand qui est déjà un artiste très connu à ce moment-là aux États-Unis, puisque Armand va déjà faire partie en fait des artistes qui sont dans les expositions de quelqu'un comme Sidney Janis, qui a été avec tous les artistes du pop. Et Armand va vraiment même aider financièrement Bernard, le loger et l'aider avec toutes sortes de présentations quand Bernard va arriver aux États-Unis. Et aujourd'hui, il rentre depuis une dizaine d'années, il est revenu dans le sud de la France. Il a monté cette résidence, cette fondation, où il montre ses œuvres, mais également tous ces artistes qu'il a connus et qui l'ont aidé à ses débuts. Et puis il continue, puisqu'il montre aussi des jeunes artistes, avec une attention toute particulière maintenant, avec des artistes en fait qui se concentrent sur les œuvres liées autour du son. Donc voilà. Bernard ? Ah oui. D'accord. Sans dévoiler des choses, Laetitia s'occupait de Bernard. C'est un artiste qui était suivi par Laetitia. C'est l'un de ses artistes. Voilà. De même qu'Abdoulaye. De même qu'Abdoulaye, voilà. Oui, donc en fait, oui, je réalise qu'en fait, j'ai mis deux artistes avec qui j'ai travaillé. Voilà. Mais qui font beaucoup, en fait, je vais vous dire, dans les deux cas, hein, ils font beaucoup pour la prochaine génération d'artistes. Et ça, c'est pas le cas de tous les artistes, hein, il faut quand même le dire. Donc, moi, je suis particulièrement sensible et impressionnée, en fait, par le travail de tous les deux. Alors, les collectionneurs et collectionneuses, bien sûr, ça c'est important, puisque c'est eux qui vont acheter les œuvres. Bon, j'ai mis plusieurs images. Bon, Peggy Guggenheim, parce que quand même, c'est une grande collectionneuse très connue, hein, entre autres par la fondation qu'elle a créée à Venise. Mais Peggy Guggenheim, fait partie en fait des gens qui ont énormément aidé les artistes à émigrer aux États-Unis, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'artistes surréalistes ont pu aller aux États-Unis grâce à elle, grâce à son soutien financier. Elle les a aussi énormément collectionnés, et donc ça a changé quand même beaucoup, la perception du mouvement surréaliste aux États-Unis, et aussi d'une certaine manière le marché de l'art, hein, qui s'est progressivement développé après la Deuxième Guerre mondiale, de Paris à New York. Quelqu'un comme Peggy Guggenheim a pu avoir son influence sur ce changement. Alors j'ai mis François Pinault, parce que bon, entre les fondations qu'il peut avoir à Paris, à Venise, mais aussi, il ne faut jamais oublier, François Pinault, c'est le propriétaire de Christie's, hein. Donc là, quand même, au niveau de l'influence qu'il peut avoir sur le marché de l'art, ce n'est pas négligeable. J'ai mis Jean Pigozzi. Alors je sais que c'est une figure un peu controversée, hein, parce que c'est un collectionneur d'art contemporain africain, mais il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Mais là, il fait en ce moment la une, on va dire, des journaux en France, puisque sa collection va avoir un espace à Cannes qui va être attribué en fait par la ville de Cannes. Et donc ça, encore une fois, ça va donner beaucoup de visibilité aux artistes dans sa collection. Alors il y en a qui ont déjà des marchés qui sont déjà bien en place, très, très élevés, mais ça va quand même encore changer les choses, à mon avis.
Et puis, j'ai mis deux exemples locaux, encore une fois. Le 32 bis, hein, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, les échanges qu'on a en ce moment, c'est quand même quelque chose d'important dans cet écosystème. Et puis, j'ai mis Madame Kilani, je sais qu'elle est venue parler il y a quelques jours de sa collection, mais je suis allée voir sa... Pardon ? On est allé la voir. Voilà. Mais voilà, j'ai été aussi très, très impressionnée de voir ce qu'elle faisait avec la boîte que je suis allée visiter hier. Et ça, encore une fois, pour les artistes ici, c'est très important. Alors, les commissaires et critiques d'art, hein, ça aussi, encore une fois, très important dans l'écosystème. J'ai mis Pierre Restani pour son rôle dans le nouveau réalisme. Linda Nochlin, qui était une des historiennes et critiques d'art, qui a écrit un texte très fameux dans les années 70, qu'elle avait intitulé de manière très provocante « Why aren't there more great women artists ?», qui était une manière de faire remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la scène artistique et encore moins dans le marché de l'art de l'époque. Alors le marché s'est pas tout de suite emballé à la suite de ce texte, mais ça a eu le mérite quand même de soulever la question, et elle a eu une importance par la suite pour beaucoup d'artistes dans ce premier mouvement féministe, on va dire. Et puis bien sûr Okui, avec tout son travail à travers les biennales, hein, que ce soit la biennale de Johannesburg en 97 ou la biennale de Venise en 2015, et toutes les activités et expositions qu'il a pu faire au cours de sa carrière, et qui a contribué énormément à la valorisation et à la visibilité des artistes africains et autres. Alors ça, je l'ai rajouté parce que aujourd'hui, on réalise que Instagram, c'est un moyen pour les artistes de rencontrer des galeristes. J'ai mis l'Instagram d'une artiste qui a été... en fait, c'est une de mes anciennes collègues qui travaille aujourd'hui pour une galerie à Athènes, qui s'appelle The Breeders. Et elle cherchait des artistes nigérians. Et c'est comme ça qu'elle a découvert le travail de Déborah, et que maintenant Déborah expose avec eux. L'Instagram peut être aussi important même pour les maisons de vente aux enchères, hein, de manière, on va dire, fameuse. Le Basquiat, qui a fait un prix absolument extraordinaire il y a quelques années, ça a été acheté par un jeune japonais qui l'avait vu sur Instagram. Et il a dépensé, alors je ne sais plus maintenant les chiffres, mais on est dans les dizaines de millions. Et puis ensuite, au-delà de l'Instagram, les podcasts. Pardon ? Oui, mais moi, on m'aurait dit il y a encore 10 ans que quelqu'un lâche 80 millions sur un tableau juste en le voyant sur Instagram. J'aurais émis des doutes, mais c'est une réalité. Hein, donc, soignez vos comptes Instagram. Là, j'ai aussi mis le podcast, en fait, de quelqu'un comme Katie Hassel, qui est concentrée que sur les artistes femmes, mais elle regarde les artistes femmes à travers tous les continents. C'est des podcasts qu'elle fait de manière vraiment extraordinaire, avec des commissaires, des écrivains très pointus, très intéressants. Et dans certains cas, vraiment, ça a aussi, encore une fois, remis en lumière le travail de certains artistes qui n'avaient pas autant de visibilité. Et encore une fois, ça a pu changer leur... alors, on pousse un peu l'argumentaire, mais ça a pu changer aussi, encore une fois, la perception et le marché. Et alors ça, c'est une toute dernière catégorie qui vient juste d'apparaître, hein, il y a quelques années. C'est les agences d'artistes qui se calquent un peu sur le modèle des agences de sportifs ou d'acteurs, en fait, sur le monde du cinéma. Donc en fait, ils vont promouvoir les artistes sans avoir d'espace pour organiser des expositions. Et c'est un modèle qui est en train de se développer. Il faut voir ce que ça donne.
Là, c'est intéressant parce que c'est la page Instagram de Southern Partners qui était montée il y a 2 ans, et ils ont quand même Bill Viola qui travaille avec eux. Est-ce que vous me suivez toujours? Ça va, oui. Ok. Alors, on va en fait finir avec 3, ce que j'appelle des case studies. Hein. C'est juste pour donner des illustrations très concrètes en fait de cet écosystème et comment les différents acteurs et actrices interagissent pour amener certains prix et certains marchés pour des artistes. Alors, Jean-Michel Basquiat, on ne présente pas. Hein, j'ai envie de dire jusqu'à novembre, c'était l'artiste américain le plus cher, en fait, avec le record qui avait fait 100 millions aux ventes aux enchères l'année dernière. C'est une carrière très courte, hein, puisqu'il va décéder à l'âge de 27 ans, en 1987. Une carrière qui se déroule sur 8 ans. Il commence en faisant des graffitis dans les rues de New York. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le début de sa carrière, avant qu'il soit pris par Larry Gagosian, donc un des grands galeristes de l'époque, et encore aujourd'hui, c'est soit des critiques d'art, soit des journalistes, ou alors des amis artistes qui vont lui donner ses premières opportunités en fait dans le marché de l'art. Un des premiers shows auxquels il va participer, qui s'appelle le Times Square Show, en fait, a été organisé par un collectif d'artistes. Et suite à ce show, en fait, il y a des critiques d'art de l'époque, en l'occurrence Jeffrey Deitch et Glenn O'Brien, qui vont écrire des articles sur lui absolument dithyrambiques, qui vont attirer beaucoup d'attention sur son travail. Et c'est intéressant en fait que c'était pas seulement des articles écrits, mais dans le cas de Glenn O'Brien, en fait, il va même faire un interview télévisée. Donc là, à l'époque, c'était quand même un médium nouveau, mais j'ai envie de dire que c'est assez intéressant que même ce petit interview sur la télé va le propulser en fait sur la scène. Il fait ensuite une exposition, encore une fois, avec un commissaire, Diego Cortés. Alors, l'exposition, c'est New York New Wave. Et puis, suite à ça, c'est un artiste, en fait, Sandro Chia, qui est un artiste italien, qui était un artiste très connu à l'époque, moins connu aujourd'hui, en tout cas moins connu que Jean-Michel Basquiat. Mais c'est vraiment Sandro Chia qui va dire à Emilio Mazzolini à Milan, qui est le premier marchand, en fait, le premier galeriste qui va donner un show solo à Basquiat et qui va le présenter à Nina Nosei, qui sera sa première galeriste à New York avant qu'il passe chez Larry Gagosian. Et comme on dit, the rest is history. Et là, c'est très intéressant parce que lui, c'est un artiste, en fait, qui, très rapidement, les œuvres vont monter en prix de manière exponentielle. Et en fait, ces prix stratosphériques, en fait, ont encore lieu aujourd'hui. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la spéculation ou les prix qui tout d'un coup s'emballent, quelquefois c'est tout simplement la marque d'un grand artiste et ça reste dans le temps. Alors là, d'Afrique, c'est ce que nous racontaient nos invités, c'est que lorsque Basquiat est mort, il avait un billet pour Abidjan dans sa poche. Et en fait, lui, il avait fait plusieurs ateliers à Abidjan, parler de résidence, notamment avec Ouattara. Voilà, comme quoi, je veux dire, le haut niveau n'est jamais très loin en Afrique. Absolument, absolument. C'est une histoire très, très, très intéressante, très touchante. Hein. Il avait effectivement ce billet dans la poche quand il est décédé. Alors, il avait fait un voyage, quand même, exactement, mais il était sur le point de faire ce deuxième voyage. Alors là, j'ai pris une autre artiste. Alors, c'est un cas un peu différent, mais en fait, c'est pour vous montrer que de temps en temps, le marché de l'art peut être très, très lent. Parce que Luchita Hurtado, c'est une artiste qui est née au Venezuela, et qui a eu son premier show à l'âge de 95 ans. Alors, son histoire, en fait, elle est née au Venezuela, et puis ensuite, je crois qu'à l'âge de 10 ans, sa famille part aux États-Unis, à New York. Très
très vite, elle prend des cours aux Beaux-Arts contre l'avis de ses parents, hein, qui pensent que c'est une très mauvaise idée. Mais elle va se marier une première fois, je crois, avec un journaliste. Et puis ensuite, elle va partir au Mexique. Elle va rencontrer son deuxième mari, qui est un artiste surréaliste, Wolfgang Pahlen. Donc elle va rencontrer beaucoup d'artistes surréalistes là. Et puis ensuite, elle continue à Los Angeles avec son troisième mari, Lee Mullican, qui à l'époque était un artiste plus connu qu'aujourd'hui. Hein. J'ai toujours du mal même à me souvenir de son nom. Mais durant toute sa vie, en fait, elle va continuer à peindre, à dessiner sans s'arrêter. Et puis, quand son mari décède en 2012, il y a un commissaire qui vient en fait pour faire l'inventaire de la collection, enfin des œuvres du mari en vue d'une exposition, et il va tomber sur tous ces dessins et peintures signés juste LH. Alors elle, comme elle était avec le nom de son de femme mariée, hein, Madame Mullican, il se demandait qui était LH et elle a dit mais c'est moi. Et là il est tellement impressionné qu'il va lui offrir il va la faire rencontrer le directeur du Hammer Museum à Los Angeles. Elle va avoir un premier show. Et puis après ça, il y a Hans Ulrich Obrist, qui est le directeur de la Serpentine, qui va lui offrir à l'âge de 95 ans donc, un show à la Serpentine, qui est quand même la consécration ultime pour un artiste, hein, quelque part. Et Hans Ulrich Obrist est très ami avec le Ivan. Et ils se connaissent depuis, j'ai envie de dire, plus de 30 ans, hein, là en l'occurrence. Donc c'est comme ça qu'elle va rentrer dans la programmation de la galerie. Et donc on est entré maintenant, ça y est, dans le marché de l'art. Hein. Le dernier show qu'on a eu avec elle au mois d'avril, il y a des listes d'attente, des musées, des collectionneurs qui se disputent son travail. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire que ça peut être très rapide et quelquefois très très lent. Mais tant qu'il y a le talent, la persévérance... Alors, je vais finir avec l'histoire de Amoako, qui est un artiste ghanéen, qu'on a abordé très, 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 très rapidement tout à l'heure avec la vente aux enchères. Mais je voulais parler de lui parce qu'en fait, dans le cas de Amoako, c'est un artiste, encore une fois, qui a été découvert par Instagram. C'est Kehinde Wiley qui découvre son compte Instagram et qui va commencer à écrire à des galeries un peu partout entre les États-Unis et la France. Hein. Il va contacter Sean Kelly, il va contacter Templon, il va contacter Kehinde Wiley, et qui le voit juste sur Instagram. Hein. Donc et il y a une galerie à Los Angeles, Roberts Gallery, qui va le représenter, et le succès va s'enchaîner très très rapidement. Il y a un advisor aussi qui va rentrer dans l'équation, hein, quelqu'un qui s'appelle Amir Shariat, qui est basé à Vienne. Mais Amir, comme Amoako a aussi fait des études aux Beaux-Arts de Vienne, il va avoir l'opportunité de voir son studio, son atelier là-bas. Il va écrire... alors, pour illustrer votre propos tout à l'heure du rôle d'un advisor, hein, Amir, du coup, va effectivement écrire à la famille Rubel, qui est une grande famille de collectionneurs aux États-Unis, qui a aussi une résidence d'artistes. Et puis ensuite, tout va s'enchaîner. Et aujourd'hui, c'est un artiste qui, encore une fois, a vraiment toute une série de collectionneurs qui se disputent son travail. Il a la grande chance d'avoir 2 galeries encore qui, justement, continuent à... on va dire, et c'est pour ça que je vais rester optimiste sur la suite de son parcours. Il a le travail de 2 galeries, Roberts Gallery à Los Angeles et Marianne Ibrahim à Paris, et qui, j'espère, vont pouvoir l'épauler et continuer à travailler avec lui à long terme. Donc voilà, ça c'était une petite présentation. On a les questions, si vous avez encore des questions. Merci beaucoup, Laetitia. Moi, j'aimerais bien vous entendre, peut-être, celles et ceux qui ont envie d'en parler, et peut-être toi aussi, mais comment est-ce qu'on peut... parce que tu as bien dit dès le départ, en présentant ce graphe, que le centre reste encore les États-Unis et l'Europe dans un second temps. Bon, la Chine qui monte de plus en plus sur le marché.
Mais comment est-ce qu'on peut penser et travailler ensemble à une forme de décentrement et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire aussi, mais essayer de déplacer le curseur. Et là, on parle depuis la Tunisie, donc depuis l'Afrique. Et donc, imaginer ce déplacement, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous imaginez à ce stade-là de votre carrière, entrer ou non dans le marché? Comment vous y réfléchissez? Et est-ce que vous imaginez aussi peut-être des voies alternatives, parce qu'on n'a pas forcément besoin de... Camille, il faudrait peut-être poser une question. Est-ce que tout ça vous est familier? Tout cet environnement, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent un peu obscures? Des choses, c'est le moment d'en parler, je pense. Est-ce que tout cet écosystème vous est familier? Merci. Tout est familier théoriquement, effectivement, on entend parler de tout ça, mais dans la pratique, c'est pas, on est loin de ce monde-là. Surtout pour les ventes aux enchères, etc. Donc oui, les galeries, il y en a quelques-unes. La chaîne du monde de l'art, effectivement, elle commence par les artistes, mais tout le reste n'est pas évident. Donc, oui, c'est... Je pense. Je suis certaine qu'il y a beaucoup plus d'artistes en Afrique, surtout, que les autres maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'il manque beaucoup de galeries, il manque beaucoup d'espaces d'exposition, il manque beaucoup de critiques d'art, de curators, advisor. J'ai jamais entendu parler, par exemple, il y a voilà, tout ça. On sent qu'il y a quand même un décalage. Alors, pour répondre à votre premier commentaire, alors ça peut paraître très, on va dire, obscur comme ça de l'extérieur, mais comme beaucoup de choses, après, c'est des questions de rencontre, des questions d'amitié, des questions on va dire, de dialogue, de compatibilité. Hein, très souvent, entre un artiste et un galeriste, c'est des grandes histoires d'amitié, hein, tout simplement. Et donc des choses qui peuvent vous paraître très obscures et très compliquées, en fait, ne le sont pas dans les faits. La même chose pour les maisons de vente, hein, aux enchères. Ça peut paraître très froid, très construit, très cynique, hein, dans certains cas, mais il y a des gens formidables qui travaillent dans tous ces milieux. Après, le deuxième commentaire sur là où se situe aujourd'hui la scène artistique et le marché de l'art en Afrique, c'est les débuts. Hein, c'est à vous. Hein, vous avez entre les mains les clés, la possibilité de faire évoluer ça et de le faire évoluer dans le sens que vous souhaitez lui apporter, hein, c'est-à-dire peut-être dans certains cas sans faire les erreurs que d'autres marchés ont pu rencontrer dans leur histoire. Hein. C'est-à-dire, d'ailleurs, heureusement, grâce à Internet, on a eu la possibilité de s'ouvrir sur le monde. Au début, c'était Facebook, après, c'est Instagram, etc. Parce que sinon, si c'est pour 4 galeries pour tout un pays, c'est très peu, c'est sûr. Mais l'opportunité aussi de participer au biennale par les appels à candidature, ça a été effectivement une chance qu'on peut saisir. Voilà, merci. La chance aussi, c'est que vous êtes par exemple, ce groupe-là est formidable, vous allez rester un groupe, et chance, c'est en oubliant aussi un peu les galeries, que vous, voilà, c'est important, mais c'est aussi votre force, quoi, d'être ensemble, de pouvoir continuer à échanger, se conseiller les uns les autres. Ça, il faut pas oublier que les artistes sont aussi très forts pour être des ponts. Voilà.
Si quelqu'un connaît, par exemple, comment aller à la Cité des Arts, ou les ateliers sauvages, on en a parlé, ou donc il y a des... voilà, vous avez aussi d'autres... voilà. Ouais. Donc ça, il ne faut pas les négliger, quoi. Moi, j'ai 2 ou 3 questions. Si les agences d'artistes se développent, quel serait l'avenir des galeries? Je ne sais pas si ces rencontres. Je me dis que si les agences d'artistes se développent, est-ce que ça ne va pas jouer un peu sur les galeries? Alors, c'est la grande question, hein. Après, de temps en temps, alors, moi, je ne sais pas la réponse à la question, mais de temps en temps, si les choses évoluent, il faut évoluer avec son temps. Je pense que la grande question, et la grande différence entre les deux, c'est quand même le fait qu'une galerie a un emplacement et va montrer des œuvres physiquement. Et du coup, ma réponse serait, ça va dépendre de ce que les créations artistiques vont être demain. Et en fonction de ce que les nouveaux médiums vont être, les nouvelles formes, on va dire, des œuvres d'art, ça va aussi avoir probablement une influence sur le métier de galeriste versus un argent d'artiste. Ok, merci. Quel sera l'avenir du marché de l'art par rapport à ça? C'est pas grave. Alors, c'est marrant parce que je relisais un mémoire de maîtrise d'une étudiante, en fait, justement, sur le marché de l'art africain. Et en fait, elle avait interviewé Touria dans ce contexte. Et Touria disait que, justement, en Afrique, une des problématiques, c'est que les collectionneurs sont en contact direct avec les artistes. Et il n'y a pas le système des galeries. Mais encore une fois, dans ce que je disais au début, j'ai essayé vraiment de montrer en fait l'importance du rôle du galeriste au-delà de cette transaction financière. Alors, à mon sens, c'est indispensable, hein, pour créer cet accompagnement, cette stabilité. Mais après, encore une fois, hein, si les choses changent et il faut évoluer avec. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une profession, un métier qui a encore son importance pour les artistes. Je ne veux pas trop défendre sa paroisse, mais en fait, moi, je le fais. Donc, il faut reconsidérer ce qu'est le rôle d'une galerie. Une galerie ne fait pas uniquement de l'accrochage et prélève une commission sur l'accrochage. Elle fait un travail de longue haleine avec les artistes, elle les soutient au moment. Il y a aussi une chose, c'est que, et ça, sur des choses, sur certaines galeries, c'est eux qui achètent les œuvres. Lorsque vous avez une expo avec 20 œuvres et que vous en vendez 2, le reste, qu'est-ce que vous en faites? Vous devez lancer un nouveau défi, une nouvelle production, et les 18 qui va les prendre. Ça, c'est le rôle. Donc, les gens un petit peu critiquent un petit peu les galeries, mais en fait, elles exercent une fonction très très importante. Vous avez parlé du rôle qu'elle peut avoir pour faire rentrer certaines œuvres dans les musées, des résidences qu'elles peuvent engager. Là, vous avez dit qu'elle pouvait même gérer le studio d'un artiste. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui lance un événement, il fait un truc comme un tournoi de football de démonstration, faire ce travail. Donc, sincèrement, je ne veux pas, moi je ne défends pas les galeries, mais je pense que ça reste quand même quelque chose d'important. Et je le vois même sur la scène locale, dès qu'un artiste est installé, ce qu'il veut, c'est quitter la galerie, parce que pourquoi la galerie prélève tant sur et lui, il pense qu'il peut récupérer ce montant. Non, il faut être patient, il faut travailler. C'est vrai, il faut choisir sa galerie. C'est-à-dire, il faut choisir une galerie qui fait un travail de fond. Mais une fois, il faut une fidélité. J'ai vu, par exemple,
Tu sais, non, je parle pas que des galeries locales. On peut être ailleurs aussi, hein. Voilà, moi, je veux pas citer un artiste, mais il me parlait de son expérience au Maroc. Il est très très content. Je veux dire, Casa, c'est 1h30, 2 heures de vol. Je veux dire, c'est donc il faut que ça reste des opérateurs importants. On peut pas, à l'origine des grands mouvements artistiques, il y a eu des galeries. C'est toute l'histoire. Vous avez parlé des galeries parisiennes dans les années 20, 30 ou 40. Vous avez parlé de Léo Castelli. On a parlé d'un certain marchand dans les années 80 à Paris pour lancer tel ou tel mouvement. Bon, ils peuvent se casser la gueule, mais c'est à l'origine de l'Art des Povera, il y avait un galeriste qui était concerné par ceci. Voilà, c'est quand même, il faut quand même leur rendre cette justice. Oui, et puis en fait, j'étais en train de repenser à une chose que j'ai peut-être pas mentionnée tout à l'heure, mais les galeristes, très souvent, alors ça dépend toujours de la taille de la galerie, hein, mais prennent des risques financiers, hein, très souvent, parce que quelquefois, ils contribuent à la production, au coût d'une production d'une pièce, au coût de production d'une exposition muséale. Hein, de temps en temps, ça aide énormément. Quand il y a une exposition dans un musée, d'avoir la galerie qui contribue, hein, que ce soit pour le catalogue, pour le transport des œuvres. Il y a des galeristes qui... oui, j'allais citer même un exemple aussi connu que Jay Joplin et Damien Hirst. Hein. Ils ont commencé dans les années 90, avant que tous les deux soient aussi fameux qu'ils le sont aujourd'hui. Jay Joplin a pris des risques financiers pour produire le fameux Shark dans le comment on appelle ça, le tank, oui, voilà. Donc voilà, ça fait partie des... Alors moi, j'aurais une question sur l'influence du marché de l'art sur la création, sur les artistes. Parce que, en fait, à vouloir justement s'exporter par rapport à... je pense aux artistes africains, par exemple, probablement les Tunisiens aussi. Et donc cette possibilité d'être sur les deux, en fait, sur la région MENA et sur le continent africain. Et je pense que le marché de l'art influence quand même quelque part leur création pour pouvoir s'exporter justement dans ces tendances, plus ou moins, de la création artistique. Oui, mais alors ça, c'est de manière plus générale. Hein. Donc, par exemple, il y a des phénomènes de mode, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a un très net retour, en tout cas dans le marché de l'art, vers la peinture figurative. Hein. C'est quelque chose... et après, c'est pour ça que j'ai donné à la fin l'exemple de Lucida, c'est-à-dire que Hurtado, c'est qu'en fait, les modes, ça passe. Et que donc, en fait, il faut rester toujours quelque part... comment on appelle ça, true to oneself, fidèle à soi-même, parce que peut-être qu'aujourd'hui le travail d'un artiste n'est pas vu, reconnu, mais ça changera, parce que les choses sont cycliques, hein, le marché de l'art est très très cyclique. Merci pour cette présentation. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'écosystème et dans le marché de l'art. Je me pose une question. Vous avez une vision assez très très large des galeries, et je me demandais pour vous ce que vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a des galeries. Là, je vais parler d'un aspect qualitatif plutôt, parce que le marché de l'art contemporain, quand on le regarde assez grossièrement, on a l'impression qu'il fonctionne en dehors des œuvres. C'est-à-dire que les gens ne regardent plus vraiment les œuvres, ils regardent ce qui se passe autour des œuvres. Donc une galerie va peut-être aller ou approcher un artiste parce que soudain on sent qu'autour de son œuvre il y a un intérêt particulier, parce qu'il va exposer dans telle ou telle institution. Donc on va s'en approcher. Et on va lui demander de collaborer. Et j'ai l'impression que, enfin, le Kunstkompass le dit un peu, c'est une formule qui
qui sort l'œuvre de l'équation. C'est-à-dire on observe le nombre d'œuvres vendues par l'artiste dans les musées, les fois où il a exposé dans un musée, on attribue un certain nombre de points, etc. Et on fait un classement annuel des tendances de l'an prochain. Et tout se passe autour des œuvres, mais pas, on ne prend pas en compte l'œuvre elle-même, ce qu'elle montre. Je parle d'esthétique ici. Oui. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde les programmes, même alors que ce soit les petites, les moyennes ou les grandes galeries, très souvent, il y a quand même une idée directrice dans le programme. Donc même dans une programmation comme celle de Hauser & Wirth, qui aujourd'hui a donc plus de 100 artistes, il y a quand même une certaine, on va dire, tendance, une idée directrice. Alors je ne sais pas, vous appelez ça une esthétique, une idée, ça peut être de l'ordre du conceptuel, mais qui vient tout simplement des fondateurs de la galerie. Alors, bien sûr, quand ils vont faire rentrer un nouvel artiste, ils vont analyser un peu, surtout dans les grandes galeries, parce que plus une galerie est importante et plus les attentes, on va dire, des autres intervenants sont importantes. C'est-à-dire qu'ils s'attendent vraiment qu'on finance énormément de choses autour de la promotion d'un artiste. Et donc, on va effectivement prendre en compte de manière très calculée, la présence de l'artiste dans des expositions, dans des biennales, etc. etc. Mais ce n'est pas parce qu'un artiste est dans une biennale, il y a des artistes très connus qui voudraient être dans notre programme, et où en fait, comme ce n'est pas dans l'esprit, on va dire, des fondateurs, ils n'en font pas partie. Et c'est la même chose pour les galeries moyennes ou plus petites. Alors, j'allais dire, même dans les galeries plus petites, c'est quand même, on parle d'économie, donc il faut que la balance fonctionne. Donc effectivement, même une petite galerie qui va aller chercher un artiste tout au début de sa carrière va quand même regarder un petit peu comment ça va fonctionner financièrement et donc voir étudier la réception que cet artiste peut avoir dans le marché. Mais il y a toujours cette idée quand même il faut que ça, quelque part, ça touche quelque chose auprès du galeriste. Parce que c'est un engagement à long terme. L'engagement d'un galeriste avec un artiste, c'est pas, ça se fait pas pour une expo. Si on représente un artiste, c'est vraiment à long terme. Et donc, il faut que ça fonctionne à tous les niveaux, même intellectuellement. Oui, c'était le deuxième partie de mon propos, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des galeries qui sont initiatrices, qui prennent des risques réels, en allant vers des artistes qui ne sont pas encore présents sur la scène et en leur donnant leur chance. De la même manière, au niveau des collections, il y a des collectionneurs qui font le premier pas vers des jeunes artistes. Et j'ai l'impression qu'ils sont les collectionneurs les plus importants dans le sens où ils vont lancer une dynamique autour de cet artiste. Parce que le marché fonctionne aussi beaucoup par mimétisme. Oui. Donc dès qu'on voit un collectionneur aller vers un jeune artiste, des choses se déclenchent à la suite de ça. Et donc il y a des galeries, j'ai l'impression, qui sont initiatrices, fondatrices en quelque sorte de carrière. Et des collectionneurs aussi qui sont dans cette veine-là aussi. Oui, non, absolument. Et on va dire le grand drame Enfin, le grand drame. Mais ce qu'il y a de difficile pour des galeristes, surtout pour les plus petites ou les moyennes galeries, c'est quand leurs artistes commencent à obtenir beaucoup de succès et que tout d'un coup, des galeries plus importantes viennent les chercher. Alors, aujourd'hui, on essaye toujours d'être, encore une fois, un peu plus respectueux de cet écosystème parce qu'on réalise bien que ça ne sert à rien de juste retirer un artiste d'une galerie plus petite. Très souvent, quand des grandes galeries reprennent des artistes à des moments plus établis de leur carrière, ils vont reverser une partie des bénéfices vers la galerie qui l'a soutenue au départ.
Donc voilà. Ouais, mais parce qu'on a besoin en fait de ces galeries plus jeunes qui vont prendre ces risques. Et comme je dis, il ne faut jamais oublier qu'une grande galerie a commencé petit. Hein. C'est-à-dire que même quelqu'un comme Larry Gagosian, il a commencé en vendant des posters sur, comment on appelle ça, à Los Angeles, sur au bord de la plage. Hein. Donc c'est garder toujours en tête que... Et ces amitiés entre artistes et galeristes, dans certains cas, c'est des success stories qui arrivent jusqu'aujourd'hui. Donc j'ai cité Jay Joplin et White Cube, mais ils ont commencé tous les deux. Ils sont tous les deux maintenant très très fameux, mais c'est une histoire qui s'est construite ensemble. Donc il y a toujours des nuances, on va dire, quand on regarde ces grandes galeries. Il y a quand même des années on va dire, de travail, d'accompagnement avec des artistes quelquefois qui sont oubliés en fait. On a parlé de ce rapport important entre galeristes et artistes, et M. Jamel disait que les galeries sont très importantes pour un artiste. Oui, je veux bien, mais je me sens sans pouvoir, c'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, que c'est toujours la galerie qui va vers l'artiste et non le contraire. Et dans ce cas, qu'est-ce que moi je peux... C'est-à-dire, ce cheminement, le processus est assez complexe pour moi, de comment faire pour passer à une galerie ou de se faire représenter par une galerie. Ouais. Est-ce qu'il y a des exemples où c'est l'artiste qui va vers, ou c'est toujours la galerie qui va vers l'artiste et qui le choisit? C'est quelque chose qu'on va faire maintenant dans le deuxième atelier. Ah, okay. Mais de manière générale, c'était une des raisons pourquoi j'ai on va dire, présenter le marché de l'art vraiment dans toute sa complexité et juste pas le rapport artiste et galeriste, parce que justement c'est un réseau, c'est un écosystème, et qu'en fait il y a plein de moyens très différents de rentrer dans la programmation d'une galerie. Et si vous dites que vous vous sentez sans pouvoir, c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré le bon galeriste. Parce que le bon galeriste, vous ne vous sentirez jamais sans pouvoir devant lui. C'est vraiment comme je dis, c'est un binôme, c'est une histoire d'équilibre. C'est quelqu'un qui va vous accompagner et avec qui vous allez travailler en fait ensemble. Sincèrement, personnellement, je n'ai jamais, c'est-à-dire que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire, ça me va très bien, et je n'ai jamais cherché à avoir le contact d'une galerie. Enfin, il n'y a pas eu ce contact-là, mais c'est juste d'après ce que j'ai, les demandes, etc. Donc je me posais cette question, mais pour le moment. Okay. Mais vous faites partie de l'atelier. Ah oui, on va étudier ça un peu plus près dans cette deuxième partie. On va peut-être mettre un terme à cette rencontre, à cette première partie de rencontre. Merci beaucoup, Laetitia. Merci. Hein. Et demain... demain à partir de 15h, donc entre 15h et 19h30 pour ceux qui ne font pas partie du groupe de participants, on aura l'Open Studio des 12 artistes participants sortis de l'atelier mené par Amel Bénis, ici présente. Donc j'espère vous revoir demain.